des Augustes, lui qui sera le modérateur. Je lui laisse le soin de présenter les deux panélistes, ou c'est... Oui, deux panélistes pour ce thème. Alors, il revient à Jean-Jules Desaugustes, qui sera le modérateur, de présenter les panélistes. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là. Alors, vous êtes arrivés au premier panel donc, de ce sommet international de la diplomatie. Et votre première panéliste, réellement, c'est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Isabel Salvador, que vous recevez, que vous applaudissez, mesdames, messieurs. Je voudrais bien l'inviter à se mettre à ma gauche, de préférence. Je pose une première question que tout autre aimerait bien vous poser. D'abord, merci beaucoup d'être là, bienvenue en Haïti de manière générale, et bienvenue à l'Église Rendez-vous Christ. La première question que j'aimerais vous poser, comme un jeune pourrait le dire, qui êtes-vous, Madame Salvador? Bon, tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation. Moi, je me sens très honorée d'être là et de pouvoir partager avec vous un peu, en général, mon histoire et mes liens avec la diplomatie. Bon, moi, je suis équatorienne, donc de l'Équateur. Mon pays, c'est l'Équateur, un tout petit pays en Amérique du Sud, sur le Pacifique. Et donc, mon histoire, bon, j'ai déjà 61 ans, donc il y a une histoire derrière. Alors, bon, moi, je suis une personne qui a toujours essayé de contribuer au développement de mon pays, tout d'abord, surtout de mon pays, dans différentes positions. Dans le secteur privé, pendant longtemps, 15 ans, j'ai travaillé pour une compagnie aérienne et c'est pour ça que je parle français, parce que c'était avec Air France. Et puis après, je suis rentrée dans la politique, si on veut, dans le sens que j'étais nommée ministre de tourisme de mon pays et j'étais ministre pendant 3 ans. Et ensuite, on m'a demandé de devenir ministre des Affaires étrangères et du commerce, du commerce international de mon pays par le président de mon pays dans le temps. Et donc, c'est là où je suis rentrée directement dans la diplomatie, quelque part. Et puis après, bon, j'ai eu pendant en tout 10 ans, 11 ans, l'opportunité de servir mon pays dans des différentes positions. Et une autre qui a été très importante pour moi, c'est l'opportunité de travailler dans les îles Galapagos, que vous avez peut-être entendu, dont vous avez entendu parler peut-être. Et donc j'étais gouverneur ou gouverneuse. Je ne sais pas si on gouverneur. Gouverneur. Mais si vous dites gouverneuse, on acceptera parce que c'est vous. Oui, donc gouverneur de ces îles qui sont des îles à 1000 km du continent, et donc à 1000 km de distance du continent équatorien, et, oui, donc du continent sud-américain et donc de la partie continentale de mon pays. Et donc ça m'a permis de connaître beaucoup de situations très spécifiques, le fait d'être isolé, n'est-ce pas? C'est des îles isolées du continent, du centre du pouvoir. Et donc, ça a été super intéressant pour moi. Et finalement, bon, le dernier 8 ans, j'ai travaillé dans une université et j'étais directrice des affaires externes, ça veut dire l'international, des affaires internationales, et aussi avec les institutions dans le pays, le secteur privé et d'autres. Donc ça, c'est pas forcément qui je suis, hein, c'est plutôt ce que j'ai fait. En effet, ce que vous avez comme formation, voilà. Peut-être en faisant cette nuance, mais la nuance vous dira quoi entre ce que vous faites et ce que vous êtes? Alors vous avez parlé de votre parcours, oui. Et vous avez dit que ce n'est pas forcément ce que vous êtes, ce parcours-là, mais c'est ce que vous faites. Oui. Maintenant, si vous voulez parler de qui vous êtes vraiment en 30 secondes, c'est nécessaire ou pas? 30 secondes. Bon, surtout, je suis une femme qui aime beaucoup se rapprocher des gens, qui veut toujours écouter les autres et
en respectant les différences et en sachant que chacun est là pour contribuer à améliorer ce monde dans lequel on vit, et même si c'est dans des petits espaces ou dans des positions plus importantes comme la mienne, et je suis toujours au service des autres. Voilà. En effet, mais on a écouté votre parcours, mais aussi votre être et ce que vous avez comme bagage. Mais qui est-ce qui vous a motivé à entamer cette carrière de diplomate, après cette carrière professionnelle au premier degré, cette carrière de femme politique, mais à un autre niveau comme diplomate? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bon, il y a deux choses. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que moi, je ne suis pas une diplomate de carrière. Je n'ai pas été formée, je n'ai pas fait mes études pour devenir une diplomate maintenant, et j'étais dans le temps aussi... Alors, c'est un très bon exemple que vous prenez là pour les jeunes. Allez-y. Oui, donc je voulais vous dire ça. Il y a deux possibilités, et normalement, c'est de servir comme diplomate en faisant une carrière, et ça, c'est très important parce que les diplomates de carrière se préparent au long du temps pour servir son pays dans le monde, n'est-ce pas? Et ils représentent leur pays dans d'autres pays. Et c'est super important, si on a la possibilité, de rentrer dans la carrière diplomatique. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Ce qui m'est arrivé moi, c'est d'être désigné pour des postes internationaux, pour des positions internationales, ou, dans mon cas, être nommé ministre des Affaires étrangères des Affaires étrangères de mon pays. Et là, c'est ce qu'on appelle une position de diplomate, mais politique, n'est-ce pas? C'est une désignation faite, dans ce cas-là, dans mon cas, par le président de la République, dans le temps, qui a décidé que moi, je pouvais être ministre des Affaires étrangères. Et donc, ce qui m'a permis, quelque part, d'accepter cet énorme défi de devenir ministre des Affaires étrangères, c'est d'abord ce sens de vouloir servir mon pays, tout d'abord, et aussi l'intention de pouvoir montrer au monde ce que mon pays était, ce que nous, on faisait tous les jours pour nous en sortir, et donc faire une représentation de mon pays dans le monde qui soit correcte. Mais l'origine de ça, c'est que mon père, il a été aussi un diplomate. Il a été aussi 2 fois ministre des Affaires étrangères. Donc, moi, j'avais quelque part ce gène. Une culture. Oui. Bien sûr, j'étais toute petite quand il a occupé ces positions, mais quelque part dans la maison, chez nous, le thème de la diplomatie, de la politique internationale, de ce qui est arrivé dans le monde, les relations entre les pays, les différentes situations, et ça, c'était toujours dans la table, quelque part, on parlait de ça très librement, et mon père, il était toujours prêt à répondre à nos questions. Donc, quelque part, je pense que c'est là l'origine, si vous voulez, de ma décision d'accepter d'être ministre, même sans avoir eu la formation au préalable pour être diplomate. Et donc après, j'ai eu l'occasion aussi de servir mon pays. J'étais représentante de l'Équateur auprès de l'OEA, l'Organisation des États américains, et j'y étais pendant 3 ans. Donc ça, c'était aussi un poste diplomatique, mais une fois de plus, pas de carrière, une nomination politique faite par le président. En tout cas, souvent, les nominations et politiques aident à faire des carrières quand même, parce que vous n'avez pas 1 an seulement d'expérience depuis que vous faites ce que vous faites aujourd'hui. Donc, oui, la politique parfois aidant. Mais j'aimerais vous demander aussi, Madame Maria Isabelle Salvador, de par votre expérience, selon vous, au-delà de la formation, au-delà de l'expérience, au-delà de la chance que vous avez eue d'avoir eu un père qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 2 fois, qu'est-ce qui, selon vous, selon vraiment vos expériences, qu'est-ce qui fait la force d'un diplomate ou d'une diplomate, peut-être sa faiblesse aussi? Qu'est-ce qui en fait ça? Qu'est-ce qui en fait? Bon, je pense qu'il y a tout d'abord le fait de comprendre que si on est diplomate, on représente son pays. Et il est très important de connaître les différents aspects que chaque pays a, donc
dans le cas d'Haïti, donc pour les diplomates, de connaître la réalité haïtienne, tout d'abord. Ensuite, il faut bien sûr avoir, je pense, une connaissance du droit international, n'est-ce pas? Parce que c'est le droit international qui permet, donc, qui gère, disons, quelque part, les relations des États entre eux. Hein, et donc, de connaître le droit international est super important. D'autre part, il faut que, c'est clair, quelque part, une clarté qu'en représentant son pays, quand on est diplomate du pays, et à chaque fois qu'on est diplomate, et dans la vie en général, ce qui doit régler nos actions, c'est le respect des autres, non? Parce que dans la diplomatie, on rencontre, vous savez, gens du monde, de tout le monde, des cultures différentes, des religions différentes, de points de vue différents. Et donc, le diplomate doit être toujours très respectueux des autres acteurs qu'il va rencontrer dans son chemin. Et je pense que ça, c'est quelque chose de base que malheureusement pas toujours, je veux dire, que pas toujours est clair dans la tête des gens. Et il y a autre chose qui est aussi très important, c'est cette vocation de service, je l'ai déjà dit, une vocation de service à ton pays, au pays que tu représentes, ou à l'institution que tu représentes, et le service à ton peuple ou aux nations. Dans mon cas, je représente les Nations Unies, et donc mon rôle est un peu différent du rôle d'un ambassadeur d'un pays. Vous comprenez, moi, je suis la représentante des Nations Unies ici, donc c'est une représentation plus large, et donc il faut ça aussi. À toujours chercher l'harmonie, que ce soit entre les nations qui représentent, bien, les ambassadeurs, les ambassades qui représentent leur pays, et peut-être le pays d'accueil aussi, c'est ça? En tant que représentante des Nations Unies en Haïti, oui. Est-ce que votre rôle aussi, c'est de toujours chercher l'harmonie, à créer l'harmonie entre les différentes ambassades ou les différents ambassadeurs des pays de l'ONU se trouvant en Haïti? Est-ce que c'est aussi ça? Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que les Nations Unies, c'est une organisation internationale, multilatérale, c'est-à-dire qui accueille dans son sein tous les pays du monde. 193 pays, je pense, sont représentés dans les Nations Unies, et ce sont ces pays qui ont signé donc, tout d'abord la Charte des Nations Unies. Donc ces États, ils sont représentés là. Et donc moi, je ne représente les pays, chaque pays, mais le tout, et surtout le secrétaire général. Donc je représente l'institution Nations Unies. Ça me permet bien sûr d'avoir des liens très directs avec les ambassadeurs sur place maintenant, mais toujours en respectant les différents rôles, n'est-ce pas? Chaque pays a sa propre politique, sa propre vision, sa propre capacité aussi d'action, ces différentes façons de contribuer au pays qui accueille. Et moi, mon rôle, c'est bien sûr d'être toujours en contact avec eux, de connaître leur point de vue, de connaître leur avis, mais finalement, mon rôle est déterminé principalement par les mandats, un mandat qui a été donné à moi par le Conseil de sécurité. En effet. Donc c'est, bien sûr, on est en permanent dialogue avec les ambassadeurs représentés ici, mais pas toujours notre vision, n'est-ce pas, est exactement la même de chaque État. Hein? Et ça, on peut voir ça aussi dans le Conseil de sécurité, n'est-ce pas, où on a 15 membres, hein, et ils ne sont pas toujours d'accord. Donc le consensus dont Fabrice parlait est vraiment très important, et pour les décisions qu'on prend aux Nations Unies, il faut avoir le consensus de tous les pays, donc 15 pays. C'est l'unanimité. Oui, non, c'est plus que ça. Hein. Bon, si on a l'unanimité, c'est génial, mais pas toujours le consensus. Le consensus, c'est ce que disait Fabricio. C'est des fois, on doit accepter de céder une position pour le bien de tous, pour le bien commun. Et ça, c'est ce qui arrive normalement dans les Nations Unies, c'est ce qu'on attend. Donc, je voulais aussi mentionner seulement une autre chose, c'est que
il faut beaucoup de conviction, n'est-ce pas? Pour être un bon diplomate, il faut vraiment croire à ce qu'on défend, à ce qu'on représente. Ce n'est pas seulement une position, un travail, n'importe lequel, n'est-ce pas? C'est un travail d'énorme responsabilité, mais qui a besoin de conviction. On ne peut pas aller défendre des positions, disons, dans différents endroits où on ne peut pas forcément faire une bonne représentation de ton pays si tu ne crois pas vraiment à le principe que ton pays proclame. Donc, dans le cas des ambassadeurs des pays, dans le cas des Nations Unies, si moi je ne crois pas à ce qui est établi sur la Charte des Nations Unies, par exemple, en ce qui concerne les droits humains, par exemple, moi, je ne pourrais pas représenter d'une façon correcte les Nations Unies. Donc, la conviction est fondamentale dans ce travail. Ce mot me porte à vous poser une nouvelle question, Madame Maria Isabel Salvador. Vous êtes femme diplomate, mais... De carrière. En effet. De carrière, je ne suis pas diplomate de carrière. En effet. Mais j'aimerais bien vous demander, ou bien vous poser cette question basique. Au-delà du genre, l'homme ou la femme, y a-t-il une différence, une nuance entre un homme diplomate et une femme diplomate? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une mission spécifique et pour laquelle on peut dire que sur cette mission, on va mettre une femme, non pas uniquement parce qu'elle est diplomate, mais parce que la personne est diplomate, mais c'est parce que la personne est femme. Au lieu de mettre un homme, vice-versa, au lieu d'une femme, on met un homme. Est-ce qu'il y a une nuance ou une différence là-dedans entre une femme diplomate et un homme diplomate? Et voilà. Oui, je pense que c'est très important la question là, parce que tout d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais on est le 23 juin. 23 juin. Et demain, on célèbre la journée internationale des femmes de la diplomatie. Dans la diplomatie. Donc ça, c'est pour vous, jeunes filles, femmes qui travaillaient déjà dans la diplomatie. Alors, donnons la diplomatie aux femmes. Donc, c'est une journée spécialement créée par les Nations Unies pour faire conscience dans le monde de l'importance de la présence de la femme dans tous les domaines, mais dans ce cas-là, spécifiquement dans la diplomatie. Et pourquoi ça? Parce qu'il faut savoir, et j'ai des notes que j'ai cherchées avant de venir, c'est très important de savoir quelle a été, dès le début, la contribution des femmes aux Nations Unies. Il faut savoir que vous avez entendu parler sûrement de Madame Eleanor Roosevelt, qui était la femme du président Roosevelt. Elle a été déléguée pour représenter son pays dans les discussions pour la convention ou la charte des Nations Unies. Et c'est elle qui a eu la capacité de réunir les points de vue pour avoir cette charte. C'est la base de l'existence des Nations Unies d'abord et la base de relations qu'on mène dans le monde grâce à ça. Mais il n'y a pas qu'elle, il y a eu d'autres femmes importantes. Et moi, je vais juste mentionner deux. Minerva Bernardino, qui était une dominicaine, une République dominicaine, qui a travaillé avec deux autres femmes de la région sud-américaine pour établir dans le préambule, donc dans la première partie de la Déclaration des droits humains, le fait que la femme ne doit pas être exclue. Donc l'inclusion des femmes et la non-discrimination basée sur le genre. Donc c'est deux femmes ou trois femmes qui ont travaillé là-dessus et qui ont réussi à établir ça dans la déclaration. Et finalement, quelque chose qui, apparemment, c'est des petits détails, mais ce n'est pas des petits détails, c'est des choses qui marquent vraiment le rôle de la femme d'abord et qui cherchent à garantir sa représentation dans des différents niveaux. Et c'est le rôle de Begum Shaista Ikramula. Elle était une déléguée à l'Assemblée générale, au 3e comité. Donc, sa contribution a été, par exemple, qu'elle a réussi à établir un article qui parlait de l'égalité dans le mariage, par exemple. Et donc, l'égalité des droits femmes-hommes dans les mariages. Donc, ce sont des choses qui marquent clairement l'importance des femmes
au début de Nations Unies, ce qui est déjà pas mal. Mais à part ça, ce que je voulais dire finalement, c'est que il faut toujours se rappeler que les femmes, nous sommes la moitié, nous sommes la moitié de la population du monde. Donc, il faut nous entendre, il faut nous faire participer des grandes décisions, tant au niveau local, au niveau national, comme dans la diplomatie, évidemment. Et pourquoi? Parce que notre forme de faire les choses est différente de celle des hommes. Je ne dis pas ni meilleure ni pire, hein? Je dis seulement différente. On fait les choses différemment. Et nous apportons des expériences, des points de vue, de perception aussi, et différentes. Et nos priorités sont très souvent distinctes de celles des hommes. Donc, il faut absolument qu'on travaille ensemble pour les grandes décisions, les petites décisions, pour toutes. Et je pense que ça, c'est ce qui permet pour nous femmes de contribuer d'une façon diverse ou différente à la diplomatie. Il y a une chose additionnelle, c'est le fait que nous femmes, nous avons une plus claire ou plus évident et plus décidé, comment dire, un intérêt plus grand sur, par exemple, tout ce qui est favorable aux citoyens et citoyennes. On pense toujours aux autres, les femmes, généralement. Et aussi, certains hommes sont comme ça aussi. Nous aussi sommes plus près de favoriser les politiques vis-à-vis de l'environnement, par exemple, et aussi la cohésion sociale. C'est trois aspects que les femmes, normalement, nous sommes beaucoup plus conscientes et essayons d'avancer là. C'est-à-dire que finalement, nous favorisons beaucoup plus les aspects sociaux, le social, n'est-ce pas? Et donc aussi les aspects qui signifient ou qui impliquent une contribution à la paix. Donc, c'est des petites choses qui font des différences. Je répète, ce n'est pas meilleur ou pire que les hommes, c'est différent et il faut tenir compte de cette façon de penser. C'est notre Maintenant, façon une question de un peu contribuer. directe, je dirais intéressée aussi, parce que vous êtes en Haïti, et c'est d'ailleurs le déclic et la première opportunité que ça offre. Vous êtes en Haïti, est-ce que vous avez la conscience de votre mission? La conscience de votre mission en Haïti, je ne voudrais pas vous demander quelle est votre mission, mais quelle est la conscience, ou bien est-ce que vous avez la conscience de votre mission d'une part, ou est-ce que vous avez l'assurance de pouvoir y arriver, donc de pouvoir délivrer la marchandise? Parce qu'une diplomate ou un diplomate a une mission. Oui. Et voilà. Alors là c'est très important pour moi d'essayer de profiter de cette occasion pour clarifier quelque part quel est le rôle de du BINU, du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. La présence des Nations Unies en Haïti est de longue date, n'est-ce pas? Vous, peut-être pas les très jeunes, mais les moins jeunes se rappellent sûrement de la présence de la MINUSTAH. Et il est important pour moi de marquer clairement la différence entre MINUSTAH et BINU. Hein? Le BINU que je dirige actuellement, parce que le secrétaire général a pensé que moi je pouvais faire une bonne représentation et un bon travail. J'espère que je le ferai, n'est-ce pas? Donc le BINU a été créé par une décision, une résolution du Conseil de sécurité. Et son rôle est un rôle très spécifique, très précis. Ça n'a rien à voir avec la présence de militaires ou de policiers externes sur le territoire, n'est-ce pas? Ni un rôle sur la sécurité du pays. On contribue d'autres manières à ça, mais ce n'est pas notre rôle d'amener un contingent, si on veut, militaire dans le pays. Ça, ce n'est pas notre rôle, c'est pas ce que... C'est pas votre mission. C'est pas ma mission, la mission de BINU. Notre mission est surtout
c'est un rôle de conseil et d'aide au gouvernement, quoi qu'il soit. Hein, ça, il faut le dire. Allez-y. N'est-ce pas? Je veux dire, le gouvernement d'Haïti, c'est notre contrepartie dans tout ce que nous faisons. N'est-ce pas? Votre interlocuteur. Et donc, comment? Votre interlocuteur. Dans le cas suivant, par exemple, nous devons conseiller le gouvernement, ça c'est clairement établi dans le mandat que nous avons. Nous conseillons le gouvernement sur différentes choses. D'abord, l'importance de promouvoir et d'avancer vers une stabilité politique et implémenter la bonne gouvernance, n'est-ce pas? Donc, on conseille de manière permanente le gouvernement dans ce sens-là. Mais aussi, nous conseillons le gouvernement et les différents ministères pour avancer tout ce qui a à voir avec l'état de droit, n'est-ce pas? D'établir et rétablir un état de droit en Haïti. Et bien sûr, chercher aussi la possibilité de faciliter, de faire nos efforts pour établir un dialogue politique clair, transparent, qui permette d'avancer ces domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais d'autre part, nous travaillons aussi avec le gouvernement comme dans un rôle consultatif, n'est-ce pas? On est toujours en consultation, le gouvernement, les différents ministères et nous, dans certains domaines spécifiques, c'est-à-dire d'abord les réformes et les dialogues constitutionnels, éventuellement, n'est-ce pas? Les élections, dont on n'arrête pas de parler et qu'il faut avancer. Et la professionnalisation de la police nationale, nous sommes tout le temps avec la police pour aider formation et conseil au niveau de l'organisation de la police. Pas les opérations, mais surtout la connaissance, l'apprentissage et l'organisation administrative, si on veut, de la police. Et finalement, donc aussi, on travaille la réduction de la violence communautaire. On a des projets spécifiques avec les agences des Nations Unies sur place pour aider ça. Et appuyer, avancer la réforme judiciaire, et les conditions pénitentiaires et finalement la protection des droits humains. Donc, vous voyez, c'est un aspect, c'est très large, c'est des choses très importantes, mais notre rôle là, c'est de conseil et nous travaillons avec le gouvernement. Pour faire ça, évidemment, nous devons être en contact permanent avec la population, avec les représentants de la société civile, avec les représentants des partis politiques, avec les églises, donc pour recueillir leur point de vue, entendre leur voix et avec cette information, mieux faire notre travail. Donc ça, c'est le rôle de BINU. Et il faut ajouter quelque chose, c'est que notre rôle, qui est un rôle plutôt politique, dans le sens de dialogue, pas de négociations, de conversations, d'appui, de conseils au gouvernement, ça se complémente quelque part avec l'action des 19 agences, programmes et fonds des Nations Unies qui sont présentes ici. Par exemple, le Programme alimentaire mondial, ça c'est une agence des Nations Unies. UNICEF, c'est une agence des Nations Unies présente ici. Et chacune de ces agences ont leur propre programme qui sont ceux qui arrivent directement à la population. Dans la conjoncture actuelle, par exemple, juste comme un exemple, le Programme alimentaire mondial travaille chaque jour et ils fournissent 500 000 repas aux enfants dans le pays. Donc, ce sont les choses que les agences des Nations Unies peuvent faire donc, dans la santé, dans l'éducation, dans l'alimentaire et beaucoup d'autres. Donc, c'est le rôle, mon rôle par rapport aux agences, c'est une continuelle communication pour, il faut collaborer. Ils ont besoin des fois de mes bons offices, qu'on appelle les bons offices. C'est cette capacité que j'ai d'éventuellement me rapprocher du gouvernement pour avancer les programmes. Donc, c'était important de savoir ça, que vous sachiez, et je vous remercie parce que ça me permet de clarifier. Des fois, le rôle de BINU n'est pas très clair
Et des fois, ça génère des expectatives plus larges. Et donc, pour moi, c'était important de pouvoir vous dire ça. Mais finalement, là, on est pour contribuer avec vous, les Haïtiens et Haïtiennes, on parle du développement, n'est-ce pas? C'est un mot très large, non? Qui a beaucoup de contenu, mais qui des fois n'est pas très clair, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on veut dire par développement? Mais on est là pour contribuer à l'avance, au progrès et à une vie digne pour les Haïtiens et les Haïtiennes. Et ça passe un peu par tout ce que je viens de dire. Voilà, Madame Maria Isabelle Salvador, votre première panéliste à ce sommet international de la diplomatie. On vous remercie et vous l'applaudissez, mesdames, messieurs.